Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que j'ai publié pas mal de vidéos, notamment sur tout ce qui est lié à l'utilisation des ETF pour l'investissement long terme. Et je t'ai présenté à l'issue de ces vidéos pas mal d'exemples de portefeuilles, alors que ce soit sur compte titre, que ce soit sur PEA, pour t'aider à déterminer la meilleure allocation d'actifs qui pourra correspondre à tes exigences en termes de risque et de rendement. Donc n'hésite pas à aller les voir, ces précédentes vidéos, et tu les retrouveras dans la playlist bourse. Et si tu te rends compte un petit peu, si tu as déjà fait des recherches un petit peu aussi de ton côté, tu te rends compte qu'à chaque fois, dans la plupart des portefeuilles qu'on présente, à chaque fois, on te dit d'avoir une part plus ou moins significative sur le marché US, qui est souvent représenté par le S&P 500. Le S&P 500, c'est un indice qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc à l'intérieur, on va retrouver des boîtes comme Tesla, Amazon, Apple, etc. etc. Et c'est souvent un no-brainer, quoi. C'est souvent un indice ou un type d'ETF qui va répliquer les performances de cet indice que tu vas ajouter en portefeuille. Et ça ne viendrait pas à l'esprit à quelqu'un de se créer un portefeuille sans avoir une exposition typiquement au marché US, parce que ça a été l'un des marchés les plus performants de ces dernières années. Et ça m'a donné l'idée de cette vidéo parce que dernièrement, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et que je suis depuis maintenant un certain temps, qui s'appelle Meb Faber, qui est un gestionnaire de fonds, qui a publié un article sur son blog, je t'en parlerai un petit peu plus tard, et qui s'est posé la question, et qui a fait des données, d'analyse, vraiment une analyse fondamentale, en se posant cette question-là, en se disant si finalement, est-ce que avoir une exposition au marché US aujourd'hui, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que réellement, si on n'avait eu aucune exposition au marché US, est-ce qu'on aurait vraiment eu des performances pas du tout intéressantes? Ou est-ce que si finalement ça aurait été quelque chose d'intéressant, et dans quelle mesure? Est-ce que ça nous aurait permis de diminuer notre volatilité? Est-ce que ça nous aurait permis de diminuer nos performances ou même d'augmenter nos performances, d'avoir un max drawdown qui va être plus faible, etc. etc. Et donc ça m'a donné l'idée de cette vidéo, et c'est vrai que c'était pas une question que je m'étais forcément posée, parce que pour moi à la base, de toute façon, quand on fait un portefeuille d'ETF, il faut être suffisamment diversifié, et donc dans la diversification, il y a la diversification interactif, intra-actif, il y a la diversification géographique en termes de devises, en termes d'émetteurs, etc., etc. Je ne reviens pas forcément dessus, j'ai fait des dizaines de vidéos à ce sujet, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil dans la playlist bourse. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on va un peu à la manière de Meb Faber se poser cette question-là et de se dire, finalement, on va remettre en question aussi ce principe-là et de se dire, est-ce que réellement ça vaut le coup aujourd'hui et même par le passé, est-ce que ça valait le coup d'avoir du S&P 500 et d'avoir une exposition sur le marché US? Et sinon, comment on peut le compléter et quel type de portefeuille on pourrait avoir pour obtenir quand même des résultats intéressants avec une volatilité qui correspond à notre profil de risque et éventuellement avoir un max drawdown qui pourrait être plus faible que d'investir tout simplement sur du S&P 500. Alors pour moi quand même la question elle est légitime parce que le S&P 500 il est présent aujourd'hui presque dans tous les portefeuilles, et d'autant plus si on regarde les performances du S&P 500 sur les 25 dernières années, on aurait presque fait un x10 sur notre capital et presque un x100 sur les 50 dernières années. Donc on dit que les actions sont la classe d'actifs la plus performante sur le long terme. J'exclus volontairement les crypto-monnaies parce que c'est trop récent en tout cas par rapport aux données qu'on utilise ici. Mais si on regarde sur le très long terme, les actions par rapport aux obligations, par rapport aux métaux précieux, par rapport à toutes les classes d'actifs qu'on retrouve de manière générale, à l'exception des crypto-monnaies, c'est clairement la classe d'actifs la plus performante. Par contre, il faut comprendre que les actions peuvent également sous-performer les autres classes d'actifs pendant des périodes significatives, plus ou moins longues, et également les bear markets sont souvent assez sévères, c'est un peu le prix qu'on paye pour la performance, c'est généralement une volatilité plus importante. Les obligations sont considérées comme étant moins risquées, même si on peut être amené à se poser la question aujourd'hui. Je ferai d'ailleurs une vidéo, je pense, sur les taux d'intérêt et sur les problématiques qu'on retrouve aujourd'hui avec la bulle importante sur le marché obligataire. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que les obligations sont en général moins volatiles que les actions, mais elles sont également aussi moins performantes. Il y a une vidéo précédente que j'avais publiée sur la chaîne et que tu retrouveras dans la playlist bourse qui traitait du livre qui s'appelle Le Triomphe des optimistes, et les auteurs avaient analysé plus de 101 années d'études et d'histoire boursière pour se rendre compte finalement des leçons qu'on aurait pu tirer des événements historiques et pour pouvoir nous améliorer dans nos propres décisions d'investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces auteurs, que tu vois là ici à l'écran, remettent en général à jour chaque année les informations qui sont présentes dans ce bouquin, et ces informations-là, elles sont publiées régulièrement dans un rapport du Crédit Suisse. Alors il y a deux versions au Crédit Suisse, tu as une version payante pour les abonnés, qui ne va pas forcément nous intéresser, et tu as également une version gratuite qui est beaucoup plus synthétique.
tu as moins d'informations que sur la version payante, mais qui reste quand même très intéressante. Et donc, dans ce bouquin, et dans ce dernier rapport du Crédit Suisse, on retrouvait des informations intéressantes, notamment sur le marché US, qui est quand même l'objectif de cette vidéo, et qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qu'on remarque, c'est que depuis 1900 jusqu'à 1920, le marché US a eu, oui, des fluctuations en termes de capitalisation et en termes de part de marché en général, c'est-à-dire qu'on était quand même sur des niveaux assez faibles entre les années 1900-1920. D'ici les années fin 1920 jusqu'à 1930-1940, ça avait pas mal augmenté, et puis après ça a encore pris de l'ampleur jusqu'à la fin des années 70-75. Ensuite, ça a pas mal baissé pour ensuite reprendre de l'ampleur. Mais par rapport aux autres marchés que tu peux voir ici, le marché US a quand même, au fur et à mesure du temps, garder quand même une certaine ampleur. Donc d'où l'idée de cette vidéo et de se rendre compte un petit peu de ce qu'il y a derrière. Ce que je voulais te montrer ici, c'est que depuis les années 1900, entre 1900 et 1920, si on prend les performances du marché US net d'inflation, donc vraiment les rendements réels en enlevant l'inflation, on est sur des rendements annualisés de l'ordre de 6,6% entre les années 1900 et les années 2020. Donc, en ayant ces informations-là en tête, il y a un article de Meb Faber que je te mettrai dans la description de la vidéo qui s'est posé cette question, qui m'a donné l'idée de cette vidéo, de si finalement, est-ce qu'on est obligé de détenir des actions américaines ou est-ce que finalement, on peut également remettre en question ça avec des données pragmatiques qu'on sera capable d'analyser et interpréter. Donc dans son article, il a pris des données d'analyse entre 1972 jusqu'à 2022 avec un portefeuille avec des actions américaines et un portefeuille sans des actions américaines. Donc dans le portefeuille, il ne donne pas forcément les pourcentages dans son article, mais il y a des rates, donc des foncières cotées plutôt aux États-Unis. Il va y avoir des actions US ou pas d'actions US en fonction du portefeuille que je t'ai présenté à l'écran. Il va y avoir des obligations d'entreprise, des obligations américaines et étrangères, et puis également de l'or, donc pour la réserve de valeur. Ce qu'il a remarqué, donc tu as la courbe ici en rouge qui correspond au portefeuille sans actions américaines, et puis la courbe en bleu avec des actions américaines. Et ce qu'on remarque, c'est que ça se suit quand même plutôt pas mal et que les deux ont quand même eu des performances plutôt intéressantes. D'ailleurs, si on regarde les résultats d'analyse, on se rend compte que entre 1972 et 2022, en termes de retour sur investissement, on aurait eu les mêmes résultats, qu'on ait en fait des actions américaines ou pas, on serait à 10,2%. La volatilité par contre, elle sera plus importante, enfin elle aurait été plus importante si on avait eu des actions US, notamment avec la bulle internet, la crise immobilière, etc. etc. Et enfin, on se rend compte qu'on aurait eu un max drawdown, donc plus important, sur le portefeuille sans actions américaines, mais par contre avec un ratio de Sharpe, donc plus on a un ratio de Sharpe élevé, plus c'est intéressant pour nous, et avec un ratio de Sharpe plus élevé sur le portefeuille sans actions américaines. Donc pour ça, après, il a décidé d'aller un petit peu plus loin en utilisant ces données-là, mais en le comparant avec un autre portefeuille qu'il appelle le Global Market Portfolio. Donc tu pourras retrouver ces informations sur Internet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce Global Market Portfolio, il va fluctuer au fur et à mesure du temps et de l'histoire. C'est-à-dire que tu vois, je t'ai mis le Global Market Portfolio en 1968, tu avais des actions, tu avais des obligations corporate, donc d'entreprise, des obligations également d'État, des commodities comme par exemple des métaux précieux, des matières premières et puis l'immobilier, donc l'immobilier notamment les rates que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Et puis là pareil, en 2017 on voit qu'il y a quand même une différence significative. Par exemple on a beaucoup plus en 2017 d'obligations d'État, comme par exemple d'État américain, d'État français, peu importe. Mais en tout cas on a une part d'obligations d'État beaucoup plus importante qu'en 1968. Donc si tu veux, il a repris ces données d'analyse et il l'a comparé à ce qu'il appelle, lui, le Global Market Portfolio. Mais là, l'idée de cette vidéo et de ce que je voulais te présenter, c'était justement de comprendre que ce Global Market Portfolio, c'est pas quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui est amené à fluctuer en fonction de ce qui va se passer tout simplement sur le marché. Donc c'est ce qu'il a fait, il a pris le Global Market Portfolio, le GMP qui est présent ici, et il a pris le GMP, le Global Market Portfolio, sans actions américaines. Donc dans le premier, il y a des actions américaines et dans le second, il n'y en a pas. Parce que là, tu vois,
vois, dans ce que je t'ai mis à l'écran, on voit pas la distinction. Là, je t'ai mis stocks, donc en fait, ça veut dire actions. On ne sait pas si c'est des actions américaines, si c'est des actions européennes, japonaises, peu importe. Il dit juste que c'est des stocks, mais à l'intérieur, on suppose qu'il y a bien évidemment des actions américaines. Donc, il a effectué ces mêmes données d'analyse avec le Global Market Portfolio qui contient des actions américaines, et puis le Global Market Portfolio sans actions américaines. Donc, encore une fois, on ne sait pas vraiment les proportions et ce que ça représente à l'intérieur, mais c'est juste pour nous permettre de prendre du recul et de répondre quand même en partie à la question de cette vidéo. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que entre 1972 et 2022, le Global Market Portfolio aurait fait 9,07% contre 6,68% pour le même portefeuille, mais sans actions américaines. On aurait eu une volatilité plus importante sur le portefeuille sans actions américaines avec un ratio de Sharpe plus faible, ce qui est moins quand même intéressant pour nous. On aurait eu un max drawdown plus élevé et une standard deviation, donc ce qui est aussi l'écart type qui correspond quand même à la volatilité, plus importante sur le portefeuille sans actions américaines qu'avec le Global Market Portfolio avec des actions US. Donc ce qu'on remarque, c'est que là, pour le coup, si on est suffisamment bien diversifié, à la fois on aurait pu augmenter notre ratio de Sharpe, diminuer notre volatilité, diminuer notre max drawdown et avoir des résultats quand même plus intéressants sur le long terme. C'est pas des performances comme ça à première vue on peut se dire il n'y a pas une grosse différence de performance entre 9,07% et 8,68%, mais je peux t'assurer que si tu prends les données d'analyse et les intérêts composés entre 1972 et 2022, ça fait vraiment une différence très 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 significative. Donc tu vois, c'est un élément de plus qu'il faut avoir en tête. Donc là, il a refait ces mêmes données d'analyse en prenant le Global Market Portfolio avec ou sans actions américaines, mais pas depuis 1972, mais en allant jusqu'à 1926. Donc il est revenu encore beaucoup plus loin. Et là, il s'est rendu compte que avec le Global Market Portfolio, on était à un rendement de 6,69% contre 7,11% pour le marché, pour le Global Market Portfolio sans actions américaines. On aurait eu un ratio de Sharpe plus élevé, donc plus intéressant pour nous, pour le Global Market Portfolio avec des actions US. On aurait eu un max drawdown par contre plus important, mais avec une volatilité plus faible. C'est-à-dire que la volatilité maximum aurait été plus importante avec le portefeuille, le Global Market Portfolio, avec des actions US, mais par contre, la volatilité moyenne qu'on aurait retrouvée sur le portefeuille aurait été plus faible. Donc là, ça corrobore un peu plus les informations qu'on avait eues sur la slide précédente, c'est-à-dire que même en remontant, on se rend compte qu'en ayant des actions US, ça permet à la fois d'avoir plus de retour sur investissement, pas de diminuer notre max drawdown, mais en tout cas d'avoir un ratio de Sharpe qui est plus élevé, d'avoir une volatilité générale et moyenne qui est plus faible que si on prend un portefeuille sans actions US de toute façon. Donc c'est ce que je t'ai mis juste en dessous. Selon Meb Faber, il n'est pas obligatoire d'avoir des actions américaines en portefeuille, mais il faut comprendre ce que l'on fait. Parce que selon lui, et c'est la conclusion en fait de son article, c'est de dire qu'aujourd'hui ça reste quand même intéressant d'en avoir parce que historiquement parlant, c'est un marché qui a quand même très très bien performé et qui a une bonne chance et une bonne probabilité que ça continue de performer dans les prochaines années, que de ne pas en avoir, c'est pas forcément obligatoire, mais qu'il faut comprendre ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on décide de ne pas en avoir, par quoi en fait on va le remplacer? Et si on le remplace par quelque chose qui est plus volatile, plus risqué et qui en plus est moins performant que le marché US, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Donc ça, je pense que c'est vraiment la leçon en fait de son article et que je partage. Pour moi, quand on investit, il faut comprendre ce qu'on fait et que si on décide de remplacer par exemple une allocation sur les métaux précieux ou sur le marché obligataire ou peu importe sur les actions ou plus spécifiquement sur le marché US, il faut comprendre par quoi on va le remplacer et à quoi éventuellement s'attendre, et donc d'avoir des événements historiques qui peuvent nous permettre de comparer les données. J'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur cette chaîne pour te montrer comment réfléchir, comment utiliser certains outils pour comparer les portefeuilles les uns avec les autres, donc n'hésite pas à les retrouver dans la playlist bourse, mais c'est vraiment un point super important à comprendre et de saisir le fait que dans l'investissement, il n'y a pas une science exacte, il n'y a pas quelque chose qui va te dire c'est absolument comme ça qu'il va falloir faire. Là, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire moi ce max drawdown là de 42,66%, peut-être que ça m'aurait fait peur et peut-être que j'aurais vendu au pire moment. Et donc dans ce cas-là, on n'aurait absolument pas eu ce genre de performance. Et peut-être que certaines personnes avec un drawdown de 32% auraient pu maintenir leur position. Et donc ça leur aurait permis d'éviter de faire des erreurs. Et il y a tout ça en fait à prendre en compte. Oui, la performance, oui, la volatilité, tout ça c'est quelque chose
chose d'important, mais après il y a l'aspect psychologique et comment tu seras amené à gérer ton portefeuille dans des moments où ça pourra être difficile, dans les moments où les gens te diront ah bah non c'est pas le moment pour acheter, ou ça peut descendre plus bas, ou c'est une crise, ou c'est une guerre, ou peu importe ce qui peut se passer, ça peut faire peur à beaucoup de gens, et c'est rarement quelque chose de facile d'aller à contre-courant, d'être contrariant et de se dire bah moi je vais faire des choses que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire ou n'ont pas envie de faire. Parce que je peux t'assurer que moi ça fait des années par exemple que je suis dans le domaine des crypto-monnaies, là où j'ai fait les meilleures opportunités, où là j'ai eu les meilleurs retours sur investissement, c'est justement dans les pires moments où les gens me disaient tout le temps ah non c'est pas le moment, ah non ça va descendre plus bas, etc. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur la crypto, et pour autant bah moi toutes les analyses et tout ce que j'avais pu effectuer comme recherche me montrait que c'était un super moment pour pouvoir rentrer. Et l'histoire m'a donné raison, et ça a été un super moment, et ça a été des super performances que j'aurais pu avoir. Mais tu vois, je pense que ce qu'il faut que tu comprennes, et c'est tout ce que j'essaye de te partager à travers toutes les vidéos qui sont présentes sur cette chaîne, c'est de t'aider à réfléchir par toi-même, et de pas te dire c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, je te donne des informations qui sont sourcées, je te donne la réflexion que j'ai à ce sujet, mais j'ai absolument pas la science infuse, et j'ai pas la prétention de te dire c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que tu dois fonctionner. Parce que il y a des choses qui peuvent fonctionner pour moi, mais il y a peut-être des choses qui vont absolument pas fonctionner de ton côté. Et on a peut-être des profils qui sont totalement différents. Donc c'est super important de prendre tous ces éléments-là en compte pour prendre des meilleures décisions d'investissement. Pour en revenir à l'article de Meb Faber, il termine sa présentation en évoquant justement son Trinity Portfolio. Je te ferai une vidéo dédiée à ce sujet, parce que sinon cette vidéo serait bien trop longue, mais il explique justement avec son autre portefeuille, son Trinity Portfolio, que ce portefeuille aurait été une bonne alternative pour pouvoir avoir des performances intéressantes sur le long terme, et d'autant plus que sur les données d'analyse, ça aurait permis de surperformer, et de beaucoup, les performances du S&P 500 sur les années précédentes. Donc je pense que je ferai une vidéo complète sur le Trinity Portfolio, parce qu'il y a des choses intéressantes qu'on sera capable de retrouver, notamment sur les éléments Smart Beta et tout ce qui est lié aux ETF, que je t'ai présenté en détail sur cette chaîne YouTube et que tu pourras retrouver dans la playlist bourse. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu t'intéresses à l'investissement en bourse, sur les marchés financiers de manière générale, n'hésite pas à rejoindre mon programme de formation offert que je t'ai préparé justement pour te permettre d'aller plus loin sur ce sujet. Pour ça, tu vas dans la description de la vidéo, tu cliques sur le lien que je t'aurai mis, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.